Bonjour et bienvenue sur ce nouveau plateau Actu Environnement. Même si les pluies automnales sont arrivées, la sécheresse sévit toujours. 25 départements appliquent encore des restrictions d'eau aux agriculteurs, aux industriels ou aux particuliers pour l'arrosage des jardins. De leur côté, les agriculteurs constatent des pertes de production et demandent des indemnisations pour calamités agricoles. Face à ces situations récurrentes, le monde agricole appelle à la construction de retenues d'eau. Une 60aine de projets sont à l'étude, mais ils peinent à aboutir. Leur utilité est contestée, comme à Caussade ou à Sivens. Alors, les retenues d'eau sont-elles une réponse à la sécheresse ? Allons-nous vers une prolifération de ces installations ? Au profit de qui ? Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui Delphine Bateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée des Deux-Sèvres et présidente de Génération Écologie. Et André Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture de la région PACA. Oui. Alors la sécheresse et les canicules de cet été ont laissé des traces. Selon les dernières données du Bureau de recherche géologique et minière, la plupart des nappes phréatiques affichent des niveaux bas à très bas. Les niveaux sont très inférieurs à ceux de l'année dernière à la même période. Le débit des cours d'eau reste lui aussi très faible. Monsieur Bernard, qu'en est-il pour les agriculteurs ? Quel est le bilan pour cette année ? Et pour les agriculteurs, je crois que l'année 2019 vient répéter celle de 2018. Et depuis quelques années, ça s'intensifie, ça se rapproche en termes de fréquence. On peut dire que l'année dernière, la sécheresse a coûté probablement à peu près 2 milliards d'euros à l'agriculture française. 2019, ça va être du même niveau. Donc effectivement, je crois qu'il est grand temps qu'on prenne ce problème à bras le corps. Parce que quand on voit ce qui se passe au niveau des autres pays européens, plus au sud de chez nous, qui subissent ce climat méditerranéen qui est en train de remonter, et quand on voit le volume d'eau que consomme l'agriculture française, j'ai amené là un document qui vient du Conseil général du développement durable, et qui précise que l'agriculture consomme moins de 3% de l'eau qui tombe chaque année sur ce territoire. Il est grand temps que partout en France, on fasse ce qui a été fait dans ma région, Sud-PACA, où nous bénéficions aujourd'hui des investissements qui ont été faits depuis 2 siècles, et surtout depuis le barrage de Serre-Ponçon dans les années 50, le Verdon dans les années 60, qui permet aujourd'hui de mettre la région Sud-PACA à l'abri de la sécheresse, et surtout de sécuriser l'apport d'eau pour la consommation humaine. Parce que sans ces ouvrages-là... Pour la consommation d'eau potable ? Pour la consommation d'eau potable. La part agricole est la part congrue du stockage, et c'est avec cette politique-là qui a été menée par nos anciens, et on doit leur rendre hommage, parce que ce qu'ils ont fait, ça permet aujourd'hui à l'agriculture et à l'économie de la région de se développer, et aux touristes que certains d'entre vous êtes, et surtout les habitants résidents permanents sur la région, d'avoir une sécurisation en eau. Sans cela, on aurait énormément de problèmes. Je crois qu'aujourd'hui, il est grand temps qu'on prenne ce problème à bras le corps partout en France, qu'on mène une politique de sécurisation en eau, de la desserte en eau sur tous les territoires, au profit de tout le monde, pas uniquement des agriculteurs, et que cette ressource qui est très importante, qu'il faut savoir déjà économiser, qu'il faut savoir partager, mais qu'il faut savoir sécuriser sur l'ensemble du territoire. Et c'est bien là aujourd'hui tout le message qu'on veut faire passer auprès des décideurs politiques, auprès de l'opinion publique. Il faut qu'on sache faire en France ce qu'ont fait les autres pays européens, Espagne, Italie, Portugal. Ce que nous faisons aujourd'hui avec les sociétés d'ingénierie dans notre pays, c'est de constituer des réserves quand de l'eau est abondante, et on le voit ces derniers jours, même si votre constat de sécheresse est là, mais depuis 3 semaines, 15 jours, il pleut. Il y a même des cours d'eau qui sont en crue. Alors, est-ce qu'on n'est pas capable d'en prendre un peu ? Je terminerai mon propos en citant souvent cet exemple-là. Un citoyen qui met des cuves en bas de ses gouttières est un bon citoyen. Un paysan qui veut faire un trou sur son exploitation, individuellement ou en collectif, pour stocker de l'eau quand il y a un excès, c'est un criminel. Donc je crois qu'il est grand temps qu'on change cette phase-là. Alors vous êtes plutôt favorable à on va dire un grand plan de construction, comme à l'époque des constructions des barrages dans votre région. Vous êtes plutôt favorable à vous avez une vision très aménagement du territoire, on met des retenues là où on en a besoin et on y va à fond. Mais il ne faut quand même pas oublier, c'est que les grands barrages de l'époque qui ont été construits n'ont pas été sans conséquences écologiques sur les cours d'eau. Et aujourd'hui, pensez-vous vraiment qu'on peut repartir sur un schéma d'aménagement, on va dire, très fort du territoire en matière d'équipement ? C'est plus possible aujourd'hui de faire ça. Il y a peut-être eu des erreurs par le passé. Mais si je prends le cas de l'Adurance, il y avait des ASEC à une certaine époque. Il n'y en a plus aujourd'hui parce que c'est le barrage Serre-Ponçon qui régule et qui permet de relarguer l'eau quand le niveau est trop bas
et de sécuriser l'alimentation en eau de la ville de Marseille et de sécuriser l'agriculture, parce qu'il y a ces ponçons qui stockent 2 milliards de mètres cubes, et dans ces 2 milliards, il y en a 200 millions qui sont réservés à l'agriculture. Je pense que, et la Durance, aujourd'hui, vit normalement, et je ne crois pas qu'il y ait des problèmes majeurs dans la Durance. Par contre, si on n'avait pas fait ça, il y aurait des ASEC, et il n'y aurait pas 6 millions d'habitants sur la région PACA. Madame Batho, un projet d'aménagement comme ça, à la hauteur de ce qui a été fait à l'époque... Non, moi je suis désolée, mais je voudrais qu'on commence par le point de départ, de savoir quelle est la situation et vers quoi on va. La situation, c'est que les prélèvements en eau ont été multipliés par 2 au cours des 50 dernières années. Par 2 au cours des dernières 50 années, et que si on parle de l'agriculture a besoin d'eau, ça c'est pas contestable, mais si on parle des prélèvements agricoles, ils ont augmenté fortement, de même que d'ailleurs les prélèvements pour l'industrie, les prélèvements pour l'eau potable, et l'irrigation représente 80% des prélèvements au moment où il y a moins d'eau, c'est-à-dire au printemps et en été. Donc c'est peut-être 3% de l'eau qui circule, mais c'est 80% du volume prélevé, c'est l'irrigation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, si on prend effectivement le panorama que vous avez dressé de la sécheresse et des canicules cette année, c'est de savoir vers quoi on va. Et il y a une réalité qu'il faut regarder en face, qui est celle de l'accélération violente du changement climatique. Les scénarios dont on dispose pour l'instant, ceux qui s'appellent notamment Explore 2070 du BRGM, montrent par exemple une baisse du débit du Rhône à venir de 50%, une diminution aussi de la situation des nappes phréatiques. Donc, l'eau est un bien commun et on va vers une situation critique avec moins de ressources en eau. Donc le remède à cette situation-là, ça ne peut pas être une fuite en avant dans le stockage, comme si c'était la solution magique à une situation qui va être critique. Par rapport à cette situation critique, moi je crois qu'on doit aujourd'hui rentrer dans une logique de résilience, d'adaptation au changement climatique, mobilisant, alors on pourra revenir sur la question du stockage, mais mobilisant d'abord la lutte contre l'artificialisation des sols, la désimperméabilisation des sols, parce que dans le mouvement erratique qu'on a, moi je l'ai vécu en Deux-Sèvres ces derniers jours, on a une sécheresse durable, on a par exemple tous les maraîchers qui sont en demande de calamités agricoles, notamment les maraîchers bio, parce qu'ils ont eu des pertes mais absolument considérables, et à contrario, si vous voulez, en 3 jours, on a eu l'équivalent de pluie de septembre-octobre cumulé, avec effectivement les rivières en crue, mais il faut dire que l'artificialisation des sols, elle conduit à l'aggravation, si vous voulez, de ces phénomènes de crues rapides au moment où tombent les précipitations. Donc on a besoin d'organiser en fait le retour de l'eau à la nappe phréatique en plantant des haies, en modifiant les pratiques agricoles, en luttant contre le lessivage des sols par une évolution, en fait une diversification des assolements, l'agroforesterie. Donc il faut une stratégie d'adaptation globale au changement climatique. Donc dans ce contexte-là, en fait, il faudrait comprendre que l'écologie et l'agriculture ont un intérêt commun, de se battre ensemble contre l'artificialisation des sols, de ne pas se lancer dans une logique de fuite en avant dans le stockage, en tout cas c'est ma position, mais de ne pas dire non plus « non, il n'y a pas de sujet, par principe l'irrigation, on ne peut pas en discuter ». Et donc la question c'est de savoir à quelles conditions on peut, une fois qu'on a fait ce que j'ai dit, c'est-à-dire planter des haies, organiser l'agroforesterie, changer les pratiques agricoles, utiliser effectivement l'eau, non pas au service du modèle agricole d'aujourd'hui, mais de son orientation vers l'agroécologie. Et c'est ce qu'on essaye de faire, nous, aujourd'hui, dans les Deux-Sèvres, dans un contexte qui est lié aussi à une spécificité locale. C'est-à-dire que nous, on a un établissement public de l'État qui date de quand ? Qui date de la loi Grenelle II de l'environnement, c'est-à-dire que sur le marais Poitevin, on a, si vous voulez, une gestion de l'eau et de l'irrigation qui est assumée par un établissement public et que dans la gouvernance de cet établissement public, il y a les agriculteurs, mais il y a aussi les associations, les autres usagers les élus locaux. Et donc, en fait, on est dans une forme de gestion collective, de gestion publique qui, je pense, change tout par rapport à un certain nombre de débats. J'étais ministre de l'écologie qui a pris le moratoire
contre la fuite en avant dans le financement public des barrages ou des retenues d'irrigation. J'avais par exemple bloqué le barrage de Sivins. Je milite aujourd'hui contre ce qui est en train de se passer à Caussade, que je trouve une situation parfaitement scandaleuse. Mais je pense, à contrario, que ce serait une erreur pour les écologistes de considérer qu'il n'y a pas de question à se poser au vu de l'accélération du changement climatique sur l'avenir des besoins en eau des pratiques agricoles. Il faut réduire les prélèvements, il faut que chaque goutte d'eau soit consacrée à des cultures qui sont vertueuses sur le plan agroécologique, mais on ne peut pas dire non, il n'y a pas de sujet. Voilà. Monsieur Bernard, est-ce que vous pensez que l'agriculture d'aujourd'hui est allée suffisamment loin en économie d'eau, en évolution de son modèle agricole, avant de demander la mise en place de retenues d'eau? Globalement, les chiffres que nous avons montrent qu'on économise 30% de l'eau par rapport à ce qu'on consommait il y a quelques années derrière. J'ai ici la moyenne d'eau consommée à l'irrigation en hectare, pour un hectare en France. On est à moins de 2000 mètres cubes à l'hectare. Quand on est en Espagne, on est à presque 5 000. Oui, mais l'Espagne, juste si vous me permettez de vous interrompre là-dessus, l'Espagne, c'est vraiment pas un modèle. Ah, c'est une catastrophe écologique. Non, mais je suis bien d'accord, mais entre l'Espagne qui stocke 50% de l'eau qui tombe et nous 4%. Non, mais ils ont tué les sources, ils ont tué les nappes phréatiques, je veux dire, c'est désastreux, ça ne peut pas être le modèle à suivre. On ne peut pas aller à ce modèle-là, je suis d'accord. Mais on ne peut pas rester dans un blocage complet de pas avancer. Alors, l'agriculture... Est-ce que vous avez des chiffres sur la France, l'évolution entre autour des 10, 20, 30 dernières années? Au niveau national, on est à 30%. 30% d'économie? D'économie par rapport à ce qu'on consommait, l'efficacité qu'on avait. Oui. Moi, je suis d'une région où, effectivement, et je suis d'abord un agriculteur... L'efficacité, ce n'est pas l'économie. Hein. Quoi? L'efficacité, ce n'est pas l'économie. Et on a économisé 30%, on met 30% de moins à l'hectare d'eau aujourd'hui pour avoir le résultat agronomique. Oui, à l'hectare, mais il n'y a pas moins de prélèvements aujourd'hui. Oh, peut-être à certains endroits, mais chez moi, on en a beaucoup moins consommé. Après, je vais prendre mon cas personnel, je suis agriculteur, j'ai aujourd'hui 62 ans, et quand j'ai commencé à marcher, j'étais au milieu d'un champ et on arrosait ce qui s'appelle à l'arrêt, on faisait couler de l'eau. Je prends une culture que je connais bien, c'est la tomate industrie. On estime, parce qu'on n'avait pas les moyens de compter à l'époque, et par rapport au calcul qu'on peut faire, qu'on était à peu près à 40 000 mètres cubes pour arroser un hectare de tomates. Quand je me suis installé en 78, j'ai passé au sprinkler et au l'enrouleur, et là je suis passé à 7 000 mètres cubes. Et quand 10 ans après je suis passé au goutte à goutte, je suis tombé à 5-6 000 mètres cubes. Et aujourd'hui mes enfants utilisent des sondes capacitives à lecture à distance et regardent le résultat sur la situation sur leur téléphone ou sur leur tablette, et vont pouvoir piloter l'irrigation. Et avec ça, ils ont des sondes connectées dans le champ. Il y a des sondes qui sont posées dans le sol, avec des gradients tous les 10 cm pour donner le niveau d'hygrométrie dans le sol, la zone de confort de la plante, c'est-à-dire qu'on voit apparaître sur l'écran de l'ordinateur la zone dans laquelle la plante est dans un confort, comme nous avons besoin d'une clim et de boire, la plante a besoin d'un certain niveau. Au-dessus, ça ne sert à rien. En dessous, elle est en train de... Et grâce à ça, ils ont fait de nouvelles économies. Mais on arrive à 2000 mètres cubes à l'hectare. De 40 000 quand j'étais gamin, à aujourd'hui, c'est-à-dire en 40 ans, de 40 000, on est passé à 2000 mètres. Pour le même résultat agronomique. Je pense qu'on n'est pas resté... Le même résultat agronomique, c'est-à-dire la même production alimentaire. La même production. Moi, mon propos, c'est deux choses, juste pour qu'on se comprenne bien. D'abord, donc l'eau est un bien commun. Oui. Et deuxièmement, on a une hiérarchie des usages entre... 1, l'eau potable, 2, les besoins des milieux naturels, 3, les usages économiques, dont l'agriculture. Ensuite, en ce qui concerne l'agriculture, donc à mes yeux, on ne va pas pouvoir continuer au même niveau de prélèvement que là où on est aujourd'hui, donc il faut réduire les prélèvements. Et la question, c'est quelle est la stratégie globale d'adaptation. Par exemple, vous parlez des modernisations, des techniques d'irrigation. C'est pas quelque chose qui est particulièrement évoqué, c'est-à-dire que souvent dans les situations concrètes au niveau local, vous avez une espèce de revendication de on veut des barrages, on veut des retenues, sans aborder en fait une stratégie d'ensemble qui passe, et je me permets d'insister, d'abord par la plantation de haies et d'abord par les solutions fondées sur la nature, et ensuite effectivement une stratégie d'usage économe de l'eau, par la modernisation des techniques, etc. Et de ce point de vue-là, moi, ensuite, une fois qu'on est dans ce cadre-là, et que c'est au bénéfice d'un changement des pratiques agricoles, notamment la sortie des pesticides, etc., on peut considérer, si vous voulez, qu'il y a un intérêt général
à ce qu'on assure l'avenir de l'agriculture dans un contexte de réchauffement climatique, notamment avec des solutions de substitution. Et je voudrais insister là-dessus parce que c'est très différent d'un barrage. Un barrage, ça pose de multiples problèmes du point de vue environnemental, notamment avec les alluvions, etc. Les barrages, on met la substitution, le mur au milieu du substitution, c'est autre chose. Donc ça consiste, si je prends l'exemple des Deux-Sèvres, ça consiste à arrêter et aller en fait vers une diminution drastique et à terme l'arrêt des prélèvements au printemps et en été, là où c'est très impactant pour les milieux naturels de prélever de l'eau alors qu'on va vers des situations critiques et il y a besoin d'en laisser pour la faune, la flore, etc. Et l'eau potable, bien entendu. De prélever l'eau et de la stocker à un moment où on est au-dessus du niveau haut d'hiver, c'est-à-dire on a assuré les besoins des milieux naturels, ce qui est le cas par exemple chez nous actuellement en Deux-Sèvres, où effectivement on est dans une situation d'excès, mais qui est arrivée brutalement. En fait. On va dire. Oui, au-dessus. En fait, pour être très clair, les milieux naturels, par exemple nous avec le marais poitevin, on a besoin qu'il y ait l'éveil, c'est-à-dire on a besoin que l'eau monte tellement haut qu'elle couvre y compris les champs, etc. C'est indispensable pour le fonctionnement de la zone humide. Donc on parle de niveau supérieur à ces besoins d'hiver. Voilà. Maintenant, il n'y a pas de garantie absolue parce que dans les processus de changement climatique, on peut avoir des sécheresses hivernales. Par exemple, l'année dernière, en fait, on a abordé le printemps avec un déficit de 20% là, sur la France entière par rapport au niveau d'hiver. Donc on va vers des situations climatiques tendanciellement un réchauffement et moins d'eau, mais par ailleurs une gestion de l'eau beaucoup plus erratique. Oui, parce que donc il faut avoir en fait une stratégie d'intérêt général dans laquelle la demande des agriculteurs elle est entendue. Ça ne veut pas dire qu'il faille être dans une fuite en avant à la substitution. Il faut une stratégie globale d'adaptation. Vous avez l'air d'accord sur le principe de substitution. On prélève au-dessus lorsqu'on est au-dessus du moyen normal et du coup on stocke cette eau et on la réutilise l'été pour ne pas avoir à puiser. C'est pas faux ce qui était dit tout à l'heure sur ce que chacun fait dans son jardin avec son stockage d'eau de pluie. Après il y a des débats techniques sur, par exemple moi je suis contre le prélèvement en nappe profonde. Voilà, c'est pas l'eau pluviale qui va remplir ces retenues. Hein. Voilà. On puise dans les nappes ou dans les rivières. Non, mais c'est soit dans les rivières, soit dans des nappes un peu profondes. Oui, c'est pas pas dans les nappes inférieures, ça c'est sûr. Non, mais je porte un projet de mise en irrigation sur une partie du département et le département voisin, parce qu'effectivement, on a une nappe du Miocène que l'Agence de l'eau en 2003 nous a dit il faut arrêter de prélever dessus. Et elle a raison. Et ben, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, moi, mes agriculteurs, par rapport au réchauffement climatique, les vignes ne s'arrosaient pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, sans irrigation, ils perdent 30 à 50% de la production. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête la vigne? Ok, peut-être. On sait, quand l'étude qui a été menée par des cabinets d'études et tout ça montre que si on enlève la viticulture, il n'y a plus d'économie sur ce territoire-là. Il n'y a pas d'industrie, il y a un peu de tourisme, mais le touriste vient parce qu'il y a de... C'est là, vous voyez, je pense qu'il va falloir se poser objectivement. Je ne suis pas dans votre territoire, mais il va falloir aussi se poser des questions sur ce que les milieux naturels imposent comme type de culture, à quel endroit. Ces questions-là vont se poser. Parce que nous, c'est de la vigne, c'est des oliviers, c'est des chênes truffiers, c'est que des espèces comme ça, un peu d'arboriculture, pêche-poire, pêche-abricot, c'est pas des consommations très importantes. Il faut 400 à 500 mètres cubes à l'hectare avec du goutte à goutte pour sauver la vigne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si je ne peux plus pomper dans la nappe, j'ai compris, ok, d'accord. Si je ne peux pas prendre l'eau qui arrive des cours d'eau, qu'est-ce que je fais? Si on ne fait pas quelque chose rapidement, au même titre que ce qu'ont fait les autres pays européens, et là on regarde, voilà, pareil. Oui, mais est-ce qu'on ne va pas se précipiter dans un mauvais modèle? Se précipiter, ça c'est le volume d'eau consommé par l'agriculteur. Moi je crois, c'est de sortir d'un débat caricatural. Mais le débat caricatural. C'est-à-dire en fait, entre ceux qui diraient d'un côté des retenues sans se poser d'autres questions, y compris sur les pratiques agricoles, parce que moi je crois que, par exemple, les citoyens sont prêts à dire d'accord, il y a un investissement public pour qu'on puisse garder une agriculture, mais pas si c'est pour faire de l'agriculture chimique. Cette question-là, elle est fondamentale en fait, c'est-à-dire que si c'est pour investir dans la poursuite du modèle agricole actuel sans qu'il y ait de changement, il faut être clair, il y a une demande à la société aujourd'hui qui est incontournable. Donc nous, il y a 2 points, et pourtant ça fait débat, c'est pas un long fleuve tranquille, mais il y a 2 points qui ont permis, si vous voulez, de faire avancer les choses
entre les associations environnementales et la profession agricole. Et pour l'instant, c'est un rapport de force qu'il y a. Donc il y a un protocole, on est en train d'essayer de le mettre en œuvre. C'est quoi les piliers, hein? Donc d'une part, il y a cet établissement public et une gouvernance à laquelle tout le monde est associé, ce qui est une garantie forte. Et deuxièmement, en fait, il y a une diminution des volumes prélevés. Et troisièmement, il y a le fait que l'accès à l'irrigation est conditionné à une évolution vers l'agroécologie. Tout ça avec un conseil scientifique qui supervise un schéma directeur de la biodiversité, avec un diagnostic dans chaque exploitation, et le fait que les agriculteurs, où il y a en plus une organisation collective des irrigants au travers d'une coopérative, disent nous, voilà les obligations qu'on va respecter en contrepartie d'un investissement public dans l'irrigation. Donc les agriculteurs vont faire des efforts, ils ont des obligations pour avoir le droit d'avoir les retenues d'eau. Pour avoir accès à un volume d'irrigation. Un volume d'irrigation. Et en fait, si les obligations ne sont pas respectées, il y aura une sanction sur le volume d'eau. Est-ce que ce genre de modèle, vous pensez qu'il est généralisable à tous les territoires? On n'y est pas encore, hein, on travaille à le mettre en œuvre. Moi, le projet que nous portons dans la région, il associe les collectivités, il associe les environnementalistes. On est tous autour de la table. Parce qu'effectivement, un projet de territoire, ça n'a de sens que si les acteurs de territoire, mais ceux qui vivent sur le territoire, discutent et décident ensemble. Effectivement, il faut que les agriculteurs fassent des efforts. Et je l'ai mis dans mon premier point. Économiser l'eau. Le premier point, c'est qu'il faut l'économiser. Parce que c'est quelque chose de rare et de cher. Parce que moi, que je tourne la clé du groupe, que j'ouvre la vanne, ou que j'appuie sur l'interrupteur, je sais que ça va me coûter. Donc toutes les pratiques que je vais pouvoir faire pour éviter l'irrigation ou la diminuer parce que je vais optimiser mon eau, je vais diminuer mes coûts de production. C'est pas par plaisir qu'on arrose, c'est pas par plaisir qu'on met en route qu'on ouvre une vanne. Après, il faut savoir la partager avec les autres acteurs du territoire. Parce Alors, que, qui va financer, qui va construire vos retenues d'eau? C'est pas des retenues, c'est des aménagements, puisqu'on va prendre une partie de l'eau dans le Rhône ou une partie dans des cours d'eau locaux, hein, au moment où il y a de l'eau, parce qu'il faut aussi tenir compte de ça. Vous allez puiser dans le Rhône et dans des affluents du Rhône pour les stocker. Pour financer ça, eh bien, effectivement, les agriculteurs vont mettre de l'argent sur la table, individuellement. Parce qu'aujourd'hui, s'ils ne font pas ça, ils sont en train de mourir. Et on ne peut pas attendre 50 ans. Parce que vous pensez que ça prendra trop de temps de faire les évolutions de pratique? mais les évolutions que parle Madame la Ministre, on les a déjà fait. Alors c'est là, ce qui vient d'être dit est un point important, parce qu'il y a un débat en fait sur le financement public. Oui. Bon. Pour moi, financement public doit correspondre à un intérêt général qui est lié à la réduction des prélèvements et au changement des pratiques agricoles. Et au contrôle public d'un certain point de vue. C'est-à-dire que s'il y a financement public... D'abord, je ne suis pas pour que chacun puisse faire ce qu'il veut avec du financement privé par rapport à un bien commun qui est la ressource en eau. Et s'il y a investissement public, eh ben, il doit y avoir contrôle public et il doit y avoir une gouvernance partagée et une évolution des pratiques agricoles. Malheureusement, ce qu'on constate à l'échelle nationale, c'est que la nouvelle instruction en fait, qu'a donnée le gouvernement sur ces questions-là est très... Elle date de mai 2019, c'est voilà, que je trouve très en recul en fait sur ce qu'était le contenu de ce qu'on appelle le rapport Biche, et qui est en recul aussi par rapport à mes yeux à la précédente instruction qui datait de 2015, parce qu'en fait cette question du lien entre quantité d'eau et qualité de l'eau et donc nature des pratiques agricoles, pesticides, etc., c'est plus qu'une possibilité, c'est pas une obligation. Ça a été, c'était une obligation. À mes yeux, c'est un recul. Dans la première instruction, ça ne l'est plus dans la seconde. Oui, par rapport au financement public, aux règles de financement public. Pourtant, sur l'image que on va dire le modèle idéal que vous prenez, on est tous autour de la table, on décide en commun, on fait un état des lieux un peu commun. Les acteurs de territoire. Hein. Avec les acteurs du territoire, bien sûr. C'était un peu l'idée des projets de territoire qui avaient été mis en place lorsqu'on a levé le moratoire que vous aviez institué en 2012. Oui, Lorsque pas moi, hein. Les ministres, voilà, les successeurs, les ministres d'après ont levé ce moratoire en conditionnant le financement public des retenues d'eau à ce travail collaboratif territorial. Mais le rapport Biche de 2018 a bien montré que dans les faits, on avait plutôt on va dire un simili travail collaboratif pour avoir accès au financement, mais que les projets n'avaient pas été en fait, moi je vais vous dire à la base. La façon dont je vois les choses, il y a deux éléments
d'explications. La première, c'est qu'en fait, je le vois par exemple en Poitou-Charentes avec ce qui se passe sur le bassin de la Boutonne ou dans la Vienne. C'est-à-dire qu'en fait, on ne change rien, on reprend les projets tels qu'ils étaient avant, avec souvent des volumes qui sont faux, et on dit, on change 2-3 pages, si vous voulez, dans le dossier, et on dit, c'est ça le projet de territoire. Non, en fait. C'est pas ça un vrai projet de territoire. Et donc, en fait, à chaque fois que les choses... En fait, on va au blocage, en fait, dans ce type de situation. Excusez-moi, mais on peut aussi... Nous, qu'est-ce qui s'est passé par rapport au bassin de la Sèvre niortaise qui travaille à l'heure actuelle sur la mise en œuvre de ce protocole? C'est qu'en fait, on a réussi à avoir la vérité sur les volumes. Il y a toujours une bagarre de chiffres dans ces projets. A été prouvé que tout le dossier, y compris validé par l'Agence de l'eau, était basé sur des volumes qui étaient faux à 2 millions de mètres cubes près. Donc des besoins d'irrigation, quand tu dis des volumes? Non, l'état actuel des prélèvements par rapport à la réalité était surévalué de 2 millions de mètres cubes. Et c'est à partir du moment où on a eu cette vérité des chiffres, grâce à un rapport d'ailleurs qui avait été demandé par le préfet Biche, un rapport spécial pour ce secteur. C'est à partir du moment, si vous voulez, où il y a eu la vérité sur les chiffres, qu'à ce moment-là, on est entré dans la vraie discussion sur le projet de territoire qu'on a appelé le projet pour une agriculture durable. C'est à partir du moment où il n'y avait plus de contestation, si vous voulez, sur l'état des lieux des prélèvements actuels pour l'irrigation, qu'on a pu entrer dans une vraie discussion sur l'évolution des pratiques agricoles, sur l'évolution des prélèvements, etc. Et finalement, sur la construction, il y aura quand même quelques retenues d'eau qui seront construites au bout du bout? Oui. Combien au final? 16. Ouais. Donc on est passé de 19 à 16, mais en 3 phases. Et en fait, si vous voulez, le protocole sur lequel on est, il conditionne chaque phase au respect des règles et au respect notamment de la transformation agroécologique et du schéma de la biodiversité. Donc en fait, là, il y a une première tranche qui est prévue. Et si tout se passe bien sur cette première tranche, et si en fait on est dans cette logique d'intérêt général que j'évoquais, on pourra passer à la deuxième. Mais on est vraiment dans cette logique par étape qui permet à chaque étape de s'assurer que les choses sont faites telles qu'elles sont prévues. Est-ce que l'état des lieux dans votre territoire est partagé par tous les acteurs? Est-ce que vous êtes tous d'accord sur les volumes L'état des lieux est partagé par tous les acteurs et aujourd'hui on a une OUGC en place sur le département. OUGC, Organisme Unique de Gestion Concertée de l'eau. Tous les déforages et tous les lieux de prélèvement sont référencés. Tous les volumes prélevés sont déclarés à l'Agence de l'eau et à l'Organisme Unique. Et demain, s'il doit y avoir un partage de la ressource, y compris des réductions, c'est l'Organisme Unique qui va le gérer. Donc la profession n'est pas restée les bras ballants. Et qui décide? C'est la Chambre d'agriculture. Ah ouais. Tandis que chez nous, c'est un établissement public d'État. Et oui, mais nous... ça change tout quand même. Mais non, mais moi je veux dire, on est sous le contrôle du préfet. Oui. Et le projet de territoire de l'aménagement Haute-Provence-Rhodanienne est sous le pilotage de monsieur le préfet du Vaucluse. Votre projet, il va bénéficier à qui? Il va bénéficier à tous les agriculteurs, aux mairies, aux collectivités, aux communes, parce qu'elles vont pouvoir arroser leurs stades, leurs espaces verts. On va pouvoir mettre des bornes à incendie. Et s'il y a des industriels qui ont besoin d'eau brute, ils pourront se raccorder dessus. Parce qu'aujourd'hui, on en arrive à un tel point que l'augmentation de la population, et surtout pendant la période touristique, qui est une manne économique, il ne faut pas nier, à un moment donné, on est saturé. Donc si on arrive à faire 10% d'économie d'eau sur l'eau potable, parce qu'on va mettre un double réseau à certains endroits, arroser le stade, les espaces verts, laver la voirie avec de l'eau brute qui est utilisée par les agriculteurs, on va permettre 10% de développement de la consommation ou de nouveaux arrivants. Est-ce que vous aurez des financements publics alors pour ce projet? Nous, on travaille sur des financements qui sont rapportés par les agriculteurs, par la région vers le FEADER, par l'Agence de l'eau, parce qu'on est en les financements européens. Financement de la PAC qui reviennent par les régions, c'est le financement agricole. Des financements de l'Agence de l'eau, parce qu'effectivement, on est classé, zone de répartition des eaux sur les 3 cours d'eau qui sont sur ce territoire-là, il faut faire des économies. Donc on va faire des économies, donc on va redonner au milieu, permettre au milieu d'atteindre un bon état. Donc effectivement, on est aidé par l'Agence de l'eau dans ce sens-là. Et aujourd'hui, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement,
Au même titre que l'on met de l'argent du FEDER pour faire des autoroutes, de la fibre optique et certains grands aménagements, on sécurise l'eau sur les territoires. Donc aujourd'hui, il faut qu'on aille chercher de l'argent qui est à l'Europe, que la France ne mobilise pas pour mener des projets d'aménagement. La sécheresse aujourd'hui en France coûte depuis les années 2000 100 millions par an au fonds de calamité agricole qui est alimenté d'abord par les agriculteurs et complété par l'État. En 2018, on va être à 300-350 millions de décaissés. La profession apporte 100 millions, donc l'État va mettre 250 millions. Il nous a pris 250 millions de réserves il y a quelques années derrière, donc pour l'instant on est balle au centre. Par contre, en 2019, on sait déjà que là, ça va exploser, parce qu'on a déjà passé des dossiers, je siège au comité de gestion nationale des risques, on a déjà engagé 2 dossiers pour 85 millions la semaine dernière. Le système ne peut pas tenir. Mais oui, Puisqu'on est dans un contexte de réchauffement climatique, si vous voulez. Les calamités vont augmenter chaque année. Évidemment, oui, mais les 2 tiers des dépenses. Croire que de construire des retenues d'irrigation nous prémunirait de la sécheresse et du coup du changement climatique, des problèmes de sécheresse, etc. C'est erroné en fait. Mais c'est pas que, de toute manière, la solution elle est complexe, elle ne c'est pas que la retenue. Voilà. Mais se priver de faire des retenues. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais attendez. Il y a des conditions. Oui, mais les conditions, je veux dire, quand un éleveur qui a 50 hectares, 50 vaches et qui est que dans prairie, je pense qu'il correspond tout à fait au modèle que vous prenez. Oui. Bon, et ce gars-là, aujourd'hui, on ne le laisse pas. Monsieur Bernard, d'un autre côté, on a un État qui donne quand même des signaux plutôt favorables aux retenues d'eau. On a un ministre de l'Agriculture qui nous dit « l'agriculture de demain est une agriculture irriguée ». On a quand même, donc, je pense qu'il y a aussi une dissociation entre ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, concertation globale. Oui, mais le ministre de l'Agriculture n'est pas le ministre des Milieux naturels, ni de l'eau, ni de la police de l'eau. Donc en fait, on en revient quand même toujours à cette question. L'eau est un bien commun. Je pense que tout un chacun comprend, même j'allais dire ceux qui nous regardent comme jardiniers amateurs, qu'il n'y a pas d'agriculture sans eau. Je veux dire, raconter. C'est pour ça qu'il faut essayer de se comprendre, de s'écouter, de sortir des caricatures. Oui, l'agriculture a besoin d'eau. Maintenant, on doit tous collectivement regarder en face une situation dans les temps à venir, dans laquelle il y en aura moins. Et donc, l'eau rare qui existe, on doit bien sûr la garder pour l'eau potable, pour les besoins des milieux naturels, et ensuite celle qu'on consacre à l'agriculture, elle doit être partagée entre les agriculteurs, elle doit aller à des usages qui vont nous rapporter la meilleure valeur ajoutée pour l'agriculture de nos terroirs, en fait. C'est ça la question, et que oui, ça vaut le coup que la puissance publique, elle investisse là-dedans à certaines conditions de gouvernance. On en revient toujours à cette question-là. C'est un peu le cœur du sujet, c'est la gouvernance. Voilà, c'est qui tient le robinet d'eau et qui décide pourquoi faire. Chez vous, c'est un établissement établissement public, mais dans la majorité des territoires, ce n'est pas l'État qui tient les robinets d'eau. Mais l'État est associé, parce que je veux dire, c'est quand même le rôle de police de l'eau, c'est l'État qui l'a. Et l'État et tous les projets territoriaux qui s'inscrivent dans la démarche PTGE, oui. Les projets de territoire de gestion de l'eau. Suite à la mission Biche, il y a bien un préfet qui supervise le dossier. Je veux dire, moi j'ai agi pour le compte de 4 préfets maintenant, parce que l'histoire dure. Mais ont-ils des consignes similaires quand on entend le préfet Auvergne-Rhône-Alpes qui appelle à la construction, j'ai besoin de 100 retenues d'eau le plus rapidement possible. C'est du bon sens. Si on fait des retenues, qu'on les remplit quand il y a de l'eau, qu'on n'impacte pas le milieu. Et que ça permet. Qu'il y ait de l'eau, pareil. Est-ce qu'on va rester très longtemps dans des situations au-dessus du niveau normal? Non, il y a des territoires dans lesquels, je vais prendre un exemple, ce qui se passe du côté de Sivins. En fait, c'est un territoire dans lequel il y a une multitude de retenues qui existent déjà. Oui. Bon, excusez-moi de dire que le minima du b.a.-ba, avant de dire il faut faire des nouvelles choses dans le secteur c'est de regarder en fait par rapport aux retenues qui existent. Oui, quelles sont leurs capacités, à qui elles servent, pourquoi faire. Et c'est une fois qu'il y a cet état des lieux et qu'il est discuté avec la société civile que est examiné non pas le fait de faire un barrage, mais de faire ce que demandent les associations du collectif qui s'est battu contre le barrage de Sivins, de faire une retenue de substitution éventuelle, ce qui est beaucoup moins impactant qu'un barrage, parce qu'il ne peut pas être question de mélange. C'est vrai qu'on mélange barrage et retenue de substitution. Voilà. C'est des retenues de substitution qui sont déconnectées du cours d'eau. Ça, c'est ce que vous conseillez? Oui, mais moi, j'aimerais qu'on conclue cette émission. On a beaucoup débattu, mais ce qui ressort, c'est quand même la question de gouvernance qui est au cœur des projets. Est-ce que est-ce que le monde agricole est prêt à ouvrir cette gouvernance
à d'autres acteurs et ne pas à réserver à lui-même ce sujet de l'irrigation. Oui, vous savez très bien, si vous connaissez permettez, vos ce n'est pas une question qui relève du monde agricole. Non, c'est l'État. C'est une question qui relève de la démocratie et de l'État. C'est C'est l'État qui fixe les règles du jeu. Et donc, en fait, c'est là qu'il y a un problème, parce qu'en fait, on est sur un bien commun, et que la politique de l'État... C'est de laisser faire, c'est de laisser... Non, actuellement, ils disent au préfet, organiser la discussion, etc. Mais c'est quelque part un peu de se défausser des responsabilités qui sont celles de la puissance publique. Et en fait, nous, on ne serait pas arrivés au protocole s'il n'y avait pas l'établissement public, en fait. Voilà. Parce que, si vous voulez, dans la gouvernance, tout le monde est là. Donc dans l'attribution des volumes, je veux dire au quotidien, dans l'attribution des volumes, dans le contrôle des prélèvements, etc., eh ben, il y a des agents publics qui sont là et ils rendent compte à un conseil d'administration dans lequel il y a aussi bien les chambres d'agriculture que la coopérative de l'eau, que de Sèvres Nature Environnement, que la coordination de défense du Marais Poitevin. Et ça, c'est un élément qui me semble assez capital en fait pour pouvoir organiser les choses. Et comment l'État pourrait... en tout cas, mieux prendre en main ces sujets sur les autres territoires qui n'ont pas la chance d'avoir un établissement public tel que le vôtre? De comprendre qu'en fait, par rapport à la question du dialogue environnemental, du dialogue avec la société civile et du fait de construire un projet partagé de résilience et d'adaptation au changement climatique, des fois, mieux vaut prendre 6 mois à bien se comprendre et à beaucoup discuter que de vous... Eh oui, parce que... Il y a des endroits, ça fait bien plus de 6 mois, ça fait 20 ans que ça dure. Et je pense que quand vous avez purgé un point, on vous en ressort un autre. Moi, j'ai des collègues... Oui, mais parce que là, moi, je vois plein d'endroits où les irrigants reviennent avec les mêmes projets qu'avant. J'allais dire, c'est pas la peine, en fait. Mais attendez, je veux dire, s'il y a un besoin... Et si la ressource existe à un moment donné, pourquoi on ne se mettrait pas d'accord pour le satisfaire? S'il n'y a pas la ressource, si ça impacte le milieu, je comprends qu'on ne le fasse pas. Donc je pense qu'il y a un vrai débat. Et le problématique, c'est qu'effectivement, le rôle de l'État, c'est de mettre les acteurs d'un territoire autour d'une table, les techniques qui permettent de réduire, les pratiques qui permettent d'avancer, les outils qui permettent d'économiser. Et au début, le premier point, c'est la formation des hommes, c'est la prise de conscience. On ne fera pas demain ce qu'on a fait hier. Mais pour pouvoir le faire, tout ça, c'est quand même conditionné. C'est pas le discours qu'on entend partout sur les territoires. Et je vous tiens ce discours-là, parce qu'effectivement, c'est le discours de quelqu'un qui sait la valeur de l'eau, parce que je suis né, c'est le cas de dire, sans irrigation chez nous, il n'y a rien qui pousse. Et on sait ce que ça vaut. Quand on était gamin, on nous disait, il faut que l'eau aille jusqu'au bout de la rangée là-bas, parce que le plant de tomate ou le plant d'aubergine, s'il n'a pas d'eau, on ramassera rien. Parce que c'est comme ça. Donc il nous faut de l'eau sécurisée. Bien, nous allons nous arrêter là. Merci à vous d'être venus débattre de ce sujet. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur actionenvironnement.com.